Bonjour, bonjour. Nous voici à notre présentation qui parlera de la réponse en fréquence des amplificateurs à transistors bipolaires. Débutons notre présentation. Tout d'abord, un petit retour sur les condensateurs. Les condensateurs en lien avec la fréquence. Selon la fréquence, on se rappelle que la réactance capacitive, soit le XC, va varier selon la fréquence. On se rappelle de nos bonnes vieilles formules, XC égale 1 sur 2πfc. Sans trop rentrer dans la formule, si on regarde l'effet de la fréquence, on voit qu'il est en dessous de la barre de notre formule, donc au diviseur. Ce qui veut dire que plus la fréquence est basse, plus le XC est élevé. Une basse fréquence, c'est un peu comme de la tension DC. Une tension DC est en très basse fréquence. Ce qui veut dire que le XC est très élevé vu par une tension DC, par un signal DC. C'est la raison pourquoi on dit en laboratoire depuis le début que les condensateurs bloquent le DC. Eh bien, si on analyse notre formule, c'est tout à fait normal en regardant 1 sur 2πfc. Si la fréquence est très basse, le XC est très élevé. Donc, dans notre exemple ici, en basse fréquence, le XC est tellement haut qu'il n'y a presque plus de tension à ma résistance VR ici. Presque plus de tension à la résistance. Dans un simple circuit avec un condensateur et une résistance. À l'inverse, plus la fréquence est haute, donc plus le terme ici est élevé, eh bien plus le XC au final sera faible. C'est pourquoi on dit que vu du AC, vu avec une fréquence élevée, le condensateur est vu comme un court-circuit. Le XC est très bas, en haute fréquence, et toute la tension se ramassera donc à ma résistance dans notre petit circuit. C'est ce qu'on se rappelle de notre réactance capacitive. Donc, on pourrait dire inversement proportionnelle à ma fréquence. Bon, débutons à partir de ça. Parlons maintenant de ce qu'on appelle la fréquence de coupure, ou le point de demi-puissance. Le point de demi-puissance, c'est quand la réactance XC, la réactance capacitive, est exactement égale à ma résistance R. Donc, quand le XC, ici, est exactement égal à R, ici, eh bien, on va se ramasser à la moitié de la puissance à la résistance. C'est donc ce qu'on appelle le point de demi-puissance. C'est un synonyme de ce qu'on va appeler la fréquence de coupure. Lorsque la fréquence permet d'avoir uniquement la moitié de la puissance à ma résistance et l'autre moitié dans mon condensateur, c'est ce qu'on appelle la fréquence de coupure, le point de demi-puissance. À partir de cette fréquence de coupure-là, eh bien, on considère que l'effet de XC n'est plus négligeable. Il faut le considérer et il va atténuer notre amplificateur. Notre amplificateur va moins bien amplifier. C'est le but de notre analyse d'aujourd'hui. Pour trouver la fréquence de coupure, eh bien, on reprend notre formule ici, XC égale 1 sur 2πfc, mais on remplace, on vient échanger le R avec la fréquence, ce qui nous fait cette nouvelle formule, qui est juste une variation de celle qu'on connaît. Si je veux déterminer la fréquence à laquelle le R sera égal au C, au XC,
Eh bien, j'ai cette formule. La fréquence de coupure égale 1 sur 2 pi RC. C'est la formule qu'on va utiliser le plus aujourd'hui. C'est aussi notre plus facile. Regardons une application très simple. Avant ça, désolé, on va faire un petit parallèle sur ce qu'on appelle les décibels. Les décibels, c'est une unité qu'on va utiliser énormément. C'est une unité qui nous permet de déterminer le rapport, soit un gain ou une atténuation, sauf que cette fois-ci, on va l'appliquer sur une échelle logarithmique. Une échelle logarithmique, si vous avez en tête, c'est l'inverse d'une échelle exponentielle. Donc, notre objectif, en déterminant un rapport avec les décibels sur une échelle logarithmique, c'est d'être capable d'exprimer des rapports ou des atténuations qui sont très élevés. Par exemple, on va se ramasser avec les ampli-up avec des gains de 50 000 peut-être ou des choses comme ça. Et puis, on va avoir dans certaines fréquences des atténuations énormes. On va atténuer de 10 000 fois notre signal ou quelque chose semblable. Donc, pour être capable de travailler plus facilement, il faut être capable de convertir nos rapports, nos gains ou nos atténuations en unités dB, en décibels. Comment les décibels fonctionnent? Eh bien, voici. Commençons par le gain en tension. On sait tous que le gain AV en tension, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. Jusque-là, tout va bien. Si on veut l'exprimer en décibels, donc le gain AV, mais exprimé en décibels, eh bien, il faut appliquer la formule logarithmique suivante. Vous avez le bouton log sur votre calculatrice. Il faut appliquer la formule 20 fois le logarithme du gain. Donc, si j'ai un gain de 50, je dois faire 20 log de 50. Ce qui me donnera le nombre de décibels, le gain en décibels. On va devoir l'utiliser quelques fois, alors je vous présente comment faire l'inverse. Si j'ai déjà le gain en décibels et que je veux le convertir en gain standard, on pourrait dire, eh bien, la formule inverse, l'inverse de 20 log du gain, je vous rappelle que l'opposé d'un logarithme, c'est un exponentiel. Alors, ce que je dois faire, sans qu'il soit mentionné ici, c'est un logarithme en base 10. Quand il n'y a pas de petit symbole écrit en bas, sans trop rentrer dans les aspects mathématiques, c'est que nous avons fait 20 fois le logarithme en base 10 du gain. L'opposé du logarithme base 10, c'est 10 exposants en quelque chose. Nous, on avait 20 fois le log du gain, et on va donc devoir faire 10 exposants en le gain en décibels divisé par 20, ce qui va me ramener à mon gain standard. Donc, mon gain en décibels divisé par 20, je prends mon 20 et je l'envoie de l'autre côté, donc le 20 en décibels divisé par 20, et pour inverser mon logarithme, je fais 10 exposants en cet élément-là. Donc, on va se faire un peu de pratique, mais gardez en tête ces formules, cette façon de convertir les dB et les gains standards. Je vous rappelle que les dB ne sont que pour déterminer un rapport. On entend souvent les décibels dans une unité pour exprimer le son. Par contre, ce n'est pas directement une unité de quantité de son, les décibels. C'est un rapport par rapport à une référence. Nous avons ici le gain en tension. 20 log du gain en tension.
Sauf qu'on va beaucoup travailler avec la puissance. On se rappelle, on va chercher le point de demi-puissance aujourd'hui. Donc, en puissance, la formule est légèrement différente. Le gain en puissance, c'est toujours, selon toute logique, la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Par contre, si je dois l'exprimer en dB, ce n'est pas 20 log du gain en puissance que je fais, c'est 10 log du gain en puissance. En fin de compte, pour m'en rappeler, je me dis toujours, la puissance, c'est plus puissant que la tension, parce que la puissance, c'est la tension fois le courant. C'est pour ça que le multiplicateur ici est 2 fois moindre. 10 log du gain en puissance me donnera le gain en puissance exprimé en dB. Si on doit faire l'inverse, c'est le même principe. 10 exposant en quoi? 10 exposant en le gain en dB divisé par 10. Donc, soyez sûr que ce que vous avez en exposant ici soit calculé sur votre calculatrice avant l'exponentielle, ce qui veut dire que vous pouvez le mettre en parenthèse ou ce genre de choses-là. Soyez sûr de ne pas vous tromper. C'est nos formules ici pour exprimer le gain en dB. C'est un peu nébuleux pour l'instant, donc on va se faire un peu de pratique. Voici quelques petits exercices. Nous avons encore nos règles sur le côté ici, que je vous encourage à prendre en note sur votre feuille de notes, bien évidemment. Et je vous conseille de faire pause à notre vidéo et de tenter avec votre calculatrice les conversions suivantes. Quel est le gain en tension de 2, de 10, etc. Et ici, quel est le gain, un demi, donc une atténuation de la moitié du gain ou un gain de 0,5. Ici, on aurait un gain de 1 centième ou un gain de 0,01. Donc, est-ce que vous êtes capable de convertir ces gains en tension, ici, et ces gains en puissance, ici? Prenez quelques minutes pour ça. Regardons les réponses ensemble maintenant. Quel est le gain exprimé en dB pour un gain en tension de 2? On va faire 20 log de 2 et ça me donne 6 dB. 20 log de 10, 20 log de 200, 20 log de 50 000. Vous voyez, c'est un gain très élevé. Par contre, je demeure encore dans des valeurs correctes pour les dB. J'ai un gain de 94 dB, ce qui représente un gain de 50 000. Donc, vous voyez l'effet logarithmique. Plus le gain augmente, ici, le nombre de dB augmente plus lentement. Donc, on n'aura jamais un gain de 10 000 dB. Ça serait inimaginable. Et si on va dans les gains, on pourrait dire qui sont des atténuations. Par exemple, la moitié de la tension. Un gain en tension de 0,5. Eh bien, en dB, si vous calculez 20 log de 0,5, ça va nous donner moins 6 dB. Et un gain de 1 centième va nous donner moins 40 dB. Vous remarquez qu'un gain, une atténuation, va donc être exprimée par un gain négatif en dB. C'est assez facile, donc, à discerner. Si vous avez réussi à faire la formule inverse, si je connais mon gain en tension de 100 dB et que je veux le ramener en gain standard, eh bien, j'aurai un gain de 100 000. Maintenant, si on parle des gains en puissance, eh bien, vous allez voir que c'est la moitié d'à peu près tout, étant donné qu'on fait 10 log au lieu de 20 log. Donc, un gain de 2 en puissance va être 3 dB. 10 dB pour une puissance de 10 fois,
200 fois la puissance s'exprime par 23 dB, et ainsi de suite. Le point où je veux attirer votre attention. Point 5. Un gain en puissance de 1/2. C'est donc notre gain de demi-puissance, notre point de demi-puissance. Quand j'ai la moitié de la puissance, on peut exprimer que j'ai moins 3 dB. Et ce moins 3 dB, vous allez voir que vous allez le revoir fréquemment, surtout dans l'étude de radio, dans la prochaine session. C'est notre point de demi-puissance, mon moins 3 dB. Et si vous avez converti un gain en puissance de moins 40, vous avez trouvé ici un 10 millième, donc 0,001. Une atténuation très forte. Moins 40 dB, c'est une très grosse atténuation. Soyez sûr d'être capable de faire ces conversions. Ça devrait devenir rapide et facile pour vous. Donc, si on se fait un petit résumé de ce qu'on a découvert par rapport aux décibels, on peut dire que si le gain est plus grand que 0, 5 dB, 10 dB, 20 dB, c'est qu'on a un gain. Si le gain en dB est plus petit que 0, par exemple, moins 5 dB, moins 3 dB, moins 20 dB, c'est qu'on a une atténuation. Et si mon gain en dB est égal à 0, c'est qu'on a un gain de 1 en unité normale. Donc, on appelle ça un gain unitaire, un gain de 1, ce qui va représenter 0 dB. Qu'est-ce qui est intéressant avec les dB? C'est que si on a plusieurs étages d'amplificateur, eh bien, normalement, si j'avais un amplificateur avec un gain de 10, suivi d'un autre avec un gain de 5, je multipliais les gains. Donc, 10 fois 5 me donnait un total avec les deux étages d'un gain de 50. Alors qu'en dB, on additionne les gains. On est sur une échelle logarithmique et les gains s'additionnent. Ce qui veut dire que si j'ai un étage avec un gain de 2 dB et un autre étage avec un gain de 7 dB, je fais l'addition des deux, j'aurai un total des deux étages d'un gain de 9 dB. Donc, les dB s'additionnent. Si on prend et on revient avec nos amplificateurs, considérons un amplificateur qui marche très bien, ce qui veut dire qu'il fonctionne dans sa plage de fonctionnement normale. Il n'y a aucun effet de fréquence qui cause une atténuation quelconque. On va considérer son fonctionnement normal comme 0 dB. C'est sa référence, il donne son gain habituel, il donne donc 0 dB d'atténuation. Il fonctionne parfaitement. Peu importe quel est son réel gain à l'amplificateur, nous, on va se donner la référence que s'il fonctionne normalement, il y a donc 0 dB d'atténuation dans mon amplificateur. Ce qu'on va chercher, c'est le point de demi-puissance, ou les fréquences qui vont causer une atténuation de la moitié de la puissance. Et on se rappelle que la moitié de la puissance, soit un gain de 0,5, si je fais 10 log de 0,5, c'est notre point moins 3 dB. Mon point moins 3 dB, c'est donc mon point de demi-puissance. Et c'est ce point-là qu'on va chercher avec la formule 1 sur 2 pi RC. Quand le XC est égal au R, c'est qu'on a le point de demi-puissance. On a trouvé notre point moins 3 dB. C'est ce qu'on va chercher tout au long de notre présentation aujourd'hui, nos points de demi-puissance. Bon, notre parenthèse sur les décibels étant terminée, on retourne avec nos exemples du début.
Si j'ai ici un circuit très simple, avec un condensateur, ici, de 0,1 microfarad, suivi d'une résistance de 680 ohms, eh bien, je veux savoir quand XC est égal à R, quand j'ai mon point de demi-puissance, je vais appliquer ma formule, ici, 1 sur 2pi RC. C'est assez facile, 1 sur 2pi R 680 et C 0,1 microfarad. Assez facilement, je peux trouver ma fréquence de coupure à 2,34 kHz. C'est à cette fréquence que j'ai la moitié de la puissance à la résistance et l'autre moitié au condensateur. C'est assez facile quand on connaît le C et qu'on connaît le R. Donc, soyez sûr de bien comprendre ceci. Par contre, dans nos circuits réels, vous allez voir évidemment que c'est un peu plus complexe. On a des amplificateurs avec plusieurs composants. Et qu'est-ce qui est un peu plus difficile? C'est pas tant que ça de trouver le C, mais c'est de trouver le R équivalent. On a déjà une bonne expérience avec notre analyse des amplificateurs, mais maintenant, on va y aller selon chacune des conditions. Donc, débutons. Nous allons diviser notre analyse aujourd'hui en deux grandes sections. La réponse en basse fréquence et la réponse en haute fréquence. Dans les deux cas, on va utiliser un seul exemple d'amplificateur parce que ça ne nous donne pas grand-chose de faire tous les exemples de tous les modèles d'amplificateurs possibles. On va donc tout simplement analyser le plus courant, l'amplificateur à émetteur commun, polarisé avec un diviseur de tension. Ce n'est même pas un modèle stabilisé ici, c'est un modèle émetteur commun bien standard, sortie au collecteur, diviseur de tension pour la polarisation. Allons-y. Donc, pour un amplificateur émetteur commun en basse fréquence, ce qui veut dire plus je descends ma fréquence, plus je vais commencer à avoir des problèmes. Mon amplificateur va moins bien amplifier si je descends en trop basse fréquence. Comment est-ce que je peux caractériser tout ça? Eh bien, tout d'abord, je dois me dire qu'il y a 3 condensateurs dans mon circuit. Le condensateur d'entrée, de couplage ici à l'entrée, condensateur de couplage à la sortie, qu'on va appeler C sortie, et mon condensateur de dérivation ici. Ce sont 3 condensateurs qui vont me causer des problèmes si je descends trop bas en fréquence. Chacun de ces condensateurs-là voit une résistance équivalente. C'est très important de se dire que c'est la résistance qui est vue par le condensateur. Si on se met dans les yeux du condensateur, qu'est-ce qu'il voit comme résistance équivalente? Et c'est le cœur de nos calculs de cette section. On a donc 3 fréquences de coupure à calculer. À chaque fois, on va utiliser notre formule FC égale 1 sur 2pi RC. Une fois qu'on va avoir trouvé le R, une fois qu'on va avoir trouvé le C, ce sera donc facile de trouver notre fréquence de coupure. Commençons par la première. La résistance d'entrée en basse fréquence, on est donc en analyse basse fréquence, vue par le condensateur d'entrée. Donc, vu par ce condensateur ici, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit la résistance d'entrée. Quelle est la résistance d'entrée de mon circuit? Eh bien, c'est R1, en parallèle avec R2, en parallèle avec BCA R'. C'est ce que mon condensateur d'entrée voit. C'est son R, c'est sa résistance équivalente vue de ses yeux. Quand on a trouvé la résistance équivalente à l'aide de notre formule ici,
Eh bien, on peut tout simplement appliquer FC égale 1 sur 2pi ARC. Je veux ma fréquence de coupure du condensateur d'entrée. Ce sera 1 sur 2pi R entrée, que je viens de trouver, fois condensateur d'entrée, le condensateur qui est ici. J'aurais trouvé ma première fréquence de coupure. Maintenant, j'en ai une seconde vue par le condensateur de sortie. Qu'est-ce que le condensateur de sortie voit comme résistance? Eh bien, là, ici, c'est important de voir que le condensateur est en série avec deux résistances. Ma résistance ARC et ma résistance ARL. Donc, cette fois-ci, ce ne sont pas ARC en parallèle avec ARL que le condensateur voit, mais il voit bien ARC plus ARL. Vu de ses yeux, les résistances sont en série. C'est donc la résistance vue du condensateur de sortie, ARC plus ARL, et ensuite, tout simplement, appliquons notre formule 1 sur 2pi ARC. Donc, le R, on l'a trouvé ici, le C, c'est celui-ci, et on applique 1 sur 2pi ARC. Ça me donne une deuxième fréquence de coupure, celle causée par mon condensateur de sortie et son circuit R équivalent. Il nous en reste une troisième, celle du condensateur de dérivation. Donc, mon condensateur de dérivation, vu de ses yeux, qu'est-ce qu'il voit? Et là, c'est un petit peu plus complexe. Si je m'en viens ici, qu'est-ce que mon condensateur voit? Eh bien, évidemment, il voit RE. RE en parallèle avec R'E. Mais R'E, de l'autre côté, on voit beaucoup de choses, même si elles sont, on se rappelle, de l'autre côté de la flèche, BCA fois plus petite. Donc, R'E, ici, est en série avec tout ce beau monde. R1, R2 et même le R de la source. Mais tout ça, ces trois éléments-là, sont de l'autre côté du transistor et ils sont donc BCA fois plus petits. C'est ce qu'on a dans notre formule. RE, en parallèle avec tout le reste. Et le reste, c'est quoi? C'est R'E plus mes trois résistances R1, R2 et RS en parallèle, mais BCA fois plus petite. Voici notre grande formule, la formule la plus compliquée d'aujourd'hui, celle de mon circuit de dérivation. Qu'est-ce que mon condensateur de dérivation voit de ses yeux ici? Donc, une belle formule à mettre sur votre feuille de notes, évidemment. Un coup que j'ai trouvé ma résistance équivalente vue par le condensateur de dérivation, est-ce que le reste est compliqué? Eh bien non. 1 sur 2pi ARC, toujours ma même formule pour la fréquence de coupure, pour ma fréquence de demi-puissance. 1 sur 2pi ARC. Par contre, le R, c'est ma formule d'en haut, et mon C, c'est mon condensateur de dérivation ici. C'est la façon de calculer nos trois fréquences de coupure lorsqu'on diminue trop la fréquence. On descend la fréquence vers le plus bas possible. Mon amplificateur va avoir des problèmes au fur et à mesure. Il va atténuer de plus en plus. Il va fonctionner de moins en moins bien à cause de ces effets de condensateur-là. Faisons donc deux petits exercices parce que je crois que c'est nécessaire. Je vous encourage donc à faire pause à notre présentation et à prendre les minutes nécessaires pour réaliser cet exercice. Nous avons
besoin de trouver les 3 fréquences de coupure. Nous avons le R' de 10 ohms, ici. Nous avons déjà le BCA, qui est de 80. Et vous avez tous les composants avec leurs valeurs bien présentes ici. Donc, je vous encourage à reprendre nos formules, à faire l'ensemble des calculs. Et dans quelques secondes, analysons ceci ensemble. Si tout s'est bien déroulé pour vous, vous devriez avoir ces réponses. La fréquence de coupure de mon condensateur d'entrée, donc C1, sera de 22,21 Hz. Celle de mon condensateur de sortie sera de 3,18 Hz. Et celle à partir desquelles mon condensateur de dérivation cause des problèmes sera de 102,16 Hz. Soyez sûr d'avoir les bonnes réponses. Je vous encourage à un second exercice, étant donné que c'est des notions importantes. J'ai donc changé les valeurs et nous avons un deuxième exemple avec un R' de 5 ohms et un BCA de 120. Prenez encore le temps de bien vous pratiquer avec cet exercice. Si tout va bien, vous devriez avoir les réponses suivantes. Mon condensateur d'entrée va causer une fréquence de coupure de 4,58 kHz. Mon condensateur de sortie ne causera pas de problème jusqu'à 53 Hz. Et mon condensateur de dérivation va commencer son effet à partir de 2,04 kHz. Bon. Jusqu'à maintenant, ce ne sont que des calculs avec des chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire pour vrai, ces 3 fréquences-là? Comment est-ce qu'on peut comprendre cet effet-là dans notre opération de notre amplificateur? Eh bien, pour bien le visualiser, quoi de mieux qu'un graphique? Avant d'appliquer notre réponse en fréquence dans un graphique, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe aux atténuations aux fréquences de coupure. Comment est-ce que mes fréquences de coupure agissent sur mon gain? On peut dire qu'ils causent des problèmes à mon gain. Mon gain va diminuer à cause de ces effets-là. Qu'est-ce qui se passe? On a dit que lorsque je vais rencontrer ma première fréquence de coupure, donc si je descends ma fréquence, on est en basse fréquence, je vous rappelle, si je diminue ma fréquence, lorsque je rencontre la première fréquence de coupure, c'est donc mon point de demi-puissance, mon moins 3 dB. Je vais à ce point-là avoir une atténuation immédiate de moins 3 dB et je considère que à partir de ce point-là, je ne peux plus négliger l'effet de la fréquence. Parce que par la suite, mon atténuation va continuer. Plus je descends en fréquence, plus j'atténue. Et ce qu'on doit se remémorer, c'est que à partir de la première fréquence de coupure, on va atténuer ensuite de moins 20 dB par décade. Qu'est-ce que c'est qu'une décade? Eh bien, c'est un facteur de 10, tout simplement. Un facteur de 10, dans le cas présent, une division par 10 de ma fréquence. Donc, la fréquence 10 fois plus petite à chaque décade. Ce qui veut dire que si je trouve une fréquence de coupure de 14 kHz, eh bien, évidemment, à 14 kHz, je vais avoir moins 3 dB, mais 10 fois plus petit que 14 kHz, ce qui veut dire 1,4 kHz, une décade plus petit, je vais avoir moins 20 dB. Et un autre décade plus loin, ce qui veut dire 140 Hz, je vais avoir moins 40 dB. Et un autre décade plus loin, 14 Hz, je vais avoir moins 60 dB.
À chaque décade, je perds 20 dB. Tout ça, c'est vrai si je n'avais qu'une seule fréquence de coupure. Mais j'en ai plus qu'une. Au fur et à mesure que je descends ma fréquence, je vais finir par rencontrer une deuxième fréquence de coupure. Bien, ma deuxième fréquence de coupure va avoir le même effet. Elle va, elle aussi, atténuer de moins 20 dB par décade. Ce qui veut dire que, on se rappelle, les gains et les atténuations en dB s'additionnent ou se soustraient. Donc, si j'ai une deuxième atténuation de moins 20 dB par décade, on va se ramasser à moins 40 dB par décade, une atténuation de plus en plus rapide. Et à partir de la troisième fréquence de coupure, si vous avez bien compris, je vais me ramasser à moins 60 dB par décade. Je commence à atténuer très, très, très rapidement. Moins 60 dB, je vous rappelle que c'est une très forte atténuation, comme on a calculé dans notre exemple sur les dB au début. C'est comme ça que notre amplificateur va réagir aux fréquences de coupure. Maintenant qu'on a compris ça, allons-y pour notre représentation graphique. Nous avons ici ce qu'on appelle le graphe de Bode. C'est un graphique sur une échelle semi-logarithmique. Pourquoi semi-logarithmique? C'est qu'on a ici nos gains en dB, on pourrait dire sur une échelle standard. Vous voyez que chaque ligne est espacée équitablement. J'ai moins 20 dB, moins 40, moins 60, moins 80. J'ai donc une échelle linéaire sur ce côté-ci. Par contre, de l'autre côté, regardez la division, comment le graphique est divisé. La première case est plus grande que la seconde et les cases qui avancent comme ça diminuent en espace. C'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique. Sur l'axe, donc ici, j'ai une échelle logarithmique. Imaginez-vous, ça me permet de passer de 10 Hz à 1 MHz sur le même graphique. Si j'avais une échelle linéaire, j'aurais 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 60 Hz. Je ne serais pas loin du tout. Je ne serais jamais capable de visualiser des fréquences dans les mégahertz. Tandis qu'avec cette échelle-ci, faites attention, vous voyez que j'ai 10, 20 Hz, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100 Hz. À partir de là, je tombe à 100, 200, 300 Hz, 400, 500, 600, jusqu'à 1 kHz. Et là, je tombe 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, jusqu'à 10 kHz. 20, 30, 40 kHz, 50, jusqu'à 100 kHz, et ainsi de suite, 100, 200, 300, jusqu'à 1 MHz. Donc, vous voyez à quel point je suis capable de représenter sur cette échelle-là beaucoup plus d'informations, une plage de fréquence beaucoup plus grande. Et nous, quand on analyse ma réponse en fréquence, je dois l'analyser sur une très grande plage de fréquences. Allons-y maintenant pour la représentation de nos fréquences de coupure. J'ai 3 fréquences de coupure ici. Peu importe qu'elles fassent partie du circuit d'entrée, de sortie ou de dérivation, ça ne m'importe plus. J'ai 3 fréquences de coupure. On sait que chacune de ces fréquences-là va atténuer et même atténuer de plus en plus. On considère un ampli que tout va bien comme ayant une référence à 0 dB. C'est ce qu'on appelle son gain intermédiaire. Il n'y a pas d'atténuation due à la fréquence. Il fonctionne normalement. On peut donc dire qu'il y a 0 dB d'effet. On a une belle barre, donc, droite ici. Comme j'analyse les basses fréquences, bien, tout ce qui est en haute fréquence, je n'ai pas de problème. Je descends, 1 MHz s'amplifie très bien, 200 kHz s'amplifie très bien, jusqu'à ce que j'arrive à ma première fréquence de coupure. La première que je rencontre, parmi mes 3 ici, c'est la 30 kHz.
Vous voyez ici, je suis à 30 kHz. Eh bien, à 30 kHz, j'ai ma première fréquence de coupure. Oui, je perds 3 dB instantanément, mais sur le graphe de Bode, d'habitude, on néglige même là, ce premier effet de 3 dB là. On le sait que c'est mon point de demi-puissance ici. À partir de ce point-là, je ne peux plus négliger mon atténuation. Quelle est l'atténuation à partir de ce point-là? Moins 20 dB par décade. Je suis à 30 kHz. Si je descends d'une décade, ce qui veut dire à 3 kHz, j'ai perdu 20 dB. Si je descends d'une autre décade, de 3 kHz à 300 Hz, j'ai perdu un autre 20 dB. C'est l'atténuation que ma première fréquence de coupure va causer. Je peux donc me tracer une ligne comme ça. Mais cette ligne-là n'ira pas vers l'infini. À un certain point, je vais rencontrer une autre fréquence de coupure. Ma deuxième ici est à 6 kHz. Eh bien, ça veut dire que mon atténuation de moins 20 dB est vraie jusqu'à ce que j'atteigne 6 kHz. Rendu là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien oui, j'atténue encore plus. J'atténue de moins 40 dB par décade. Donc de 6 kHz jusqu'à 600 Hz, je vais avoir perdu 40 dB. Regardez ici, de 6 kHz à 600 Hz, j'ai perdu moins 40 dB. J'ai descendu de 2 grandes cases au complet, moins 40 dB. Eh bien, c'est encore vrai jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je rencontre ma troisième fréquence de coupure, qui dans le cas présent est à 300 Hz. Donc à 300 Hz, je rencontre une troisième fréquence qui va encore atténuer de plus en plus. Elle va atténuer maintenant de moins 60 dB par décade. Donc, de 300 Hz à 30 Hz, ici, mais regardez, j'ai perdu 60 dB. Et c'est la représentation de ma réponse en basse fréquence. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, jusqu'à ici. Je me mets à atténuer de plus en plus et atténuer de plus en plus. Ce qui veut dire que votre amplificateur, si tout allait bien quand vous amplifiez des signaux de 100 kHz et que vous lui injectez un signal de 100 Hz, il atténuera ici là, de presque moins 100 dB. Ce sera une énorme atténuation, autant dire qu'il ne fonctionnera à peu près plus. C'est comme ça qu'on caractérise la réponse en fréquence. Qu'est-ce qui est important? C'est de se rappeler la première fréquence rencontrée. La première rencontrée, c'était ma 30 kHz. Déjà, à partir de 30 kHz, on considère que l'ampli va fonctionner de moins en moins bien. Ce n'est plus sa plage de fonctionnement standard. C'est pour ça qu'on va nommer cette fréquence la fréquence critique inférieure. La première fréquence en basse fréquence qui va me causer une atténuation non négligeable. C'est ma fréquence critique inférieure, la première des trois que je rencontre en diminuant ma fréquence. Et voilà pour notre analyse en basse fréquence. Maintenant qu'on a compris ça, allons pour la haute fréquence. Vous vous imaginez que c'est très semblable maintenant, mais de l'autre côté. Jusqu'à quand est-ce que je peux augmenter ma fréquence avant d'avoir un effet et donc une atténuation et que mon amplificateur fonctionne de moins en moins bien? Allons-y donc pour ma réponse en haute fréquence, encore appliquée au même type d'amplificateur à émetteur commun avec un diviseur de tension. En haute fréquence, les condensateurs qu'on doit considérer sont des condensateurs fictifs, on pourrait dire parasites, qui sont cachés à l'interne du transistor.
c'est des effets capacitifs cachés dans le transistor. C'est donc un peu des effets parasites. On aimerait bien qu'ils ne soient pas présents, mais on doit vivre avec. Il y en a juste deux. Il y a seulement deux condensateurs qu'on doit considérer. On a le condensateur fictif, évidemment, l'effet capacitif CBC, entre la base et le collecteur. On l'appelle CBC, ou sur les fiches techniques des transistors, vous pouvez voir COB ou COBO, ce sont des synonymes. Et on a l'effet capacitif entre la base et l'émetteur, qu'on appelle CBE. Donc le CBE, sur les fiches techniques, vous pouvez voir CIB ou CIBO, ce sont des synonymes. Ces deux effets capacitifs-là ne sont pas si faciles à calculer au premier coup. Il faut tout d'abord les transformer. N'oubliez pas que comme on est en haute fréquence, les condensateurs de couplage et de dérivation n'ont plus d'effet. On va donc complètement les oublier. On les a déjà calculés dans notre réponse en basse fréquence. Ils n'ont plus d'effet en haute fréquence. En haute fréquence, ce sont juste les effets capacitifs ici de CBE et de CBC qu'on doit considérer. Eh bien, pour analyser ces deux condensateurs-là, principalement pour le condensateur CBC, si on représente ici par un triangle, qui est le symbole générique d'un amplificateur, donc un triangle comme ça avec un gain AV au centre, c'est tout simplement là, caché à l'intérieur ici, là, mon effet amplificateur représenté juste par son symbole. C'est le symbole classique d'un effet amplificateur. Peu importe ce qu'il y a caché à l'intérieur de ça. Eh bien, j'ai mon entrée et j'ai le condensateur CBC qui passe de mon entrée, ici, vers ma sortie, vers mon collecteur. Eh bien, ça me cause un effet capacitif entre mon entrée et ma sortie. Et ça, je vous le dis tout de suite, c'est difficilement calculable. C'est très dur de calculer de cette méthode-là. C'est pour ça qu'on a un bon camarade qui s'appelle Miller, qui nous a créé un théorème. Le théorème de Miller permet de prendre un condensateur entre l'entrée et la sortie et de le couper en deux. De faire un morceau de condensateur à l'entrée vers la masse et un morceau de condensateur de la sortie vers la masse. C'est donc beaucoup plus facile de visualiser et de le calculer de cette méthode. Par contre, il faut se remémorer le théorème de Miller. Beau théorème à mettre sur votre feuille de notes. Quel est le condensateur équivalent, selon le théorème de Miller, qu'on aura ici à l'entrée? Eh bien, la formule, c'est de prendre mon condensateur CBC, donc celui qui passe de mon entrée à la sortie, et de le multiplier par le gain plus 1. C'est notre théorème de Miller pour le condensateur ici d'entrée. Je prends le condensateur CBC et je le multiplie par le gain de mon ampli plus 1. Ça me fait une équivalence d'effet condensateur entre l'entrée et la masse. Pour le condensateur de sortie selon le théorème de Miller, je prends le condensateur CBC, encore, et je le multiplie par, vous allez voir ici que ça tombe assez négligeable, le gain plus 1 divisé par le gain. Ce qui veut dire que pour nous, c'est à peu près équivalent à CBC. On peut le négliger. Imaginez-vous un ampli avec un gain de 50. Bien, je multiplie 50 plus 1 divisé par 50. 51 cinquantièmes. On s'entend que c'est très, très négligeable. On peut donc pas mal dire que le condensateur de sortie
selon le théorème de Miller, est pas mal équivalent à CBC directement. Donc, je peux prendre mon CBC et le mettre directement à la sortie. C'est ce que nous exprime le théorème de Miller. C'est la première étape pour notre analyse de la haute fréquence, de la réponse en haute fréquence. Faisons donc un petit exemple. Et maintenant, on connaît comment gérer le condensateur CBC, mais il ne faut pas oublier que le condensateur CBE aussi, qui est justement entre ma base et littéralement ma masse, ensuite, vu qu'on est en émetteur commun. Prenons un exemple qu'on a un amplificateur avec un gain de 90. Bon. Quel est notre équivalent Miller? J'ai mon condensateur CBE, ici, mon CBE de 2 picofarads qui va vers l'émetteur commun, donc vers la masse. Fait que j'ai mon CBE ici, de 2 picofarads. Mais ce que je veux faire, c'est prendre mon CBC et le couper en deux, en mettre une section ici et une section ici, selon le théorème de Miller. Allons-y. Je prends mon 4 picofarads, CBC, et je le multiplie par le gain plus 1. Donc 4 picofarads multiplié par 90 plus 1, par 91, me donne 364 picofarads. C'est mon équivalent, ici, du condensateur d'entrée Miller, 364 picofarads. Par contre, il ne faut pas que j'oublie que j'ai l'autre petit condensateur ici en parallèle, CBE de 2 picofarads. Et si vous vous souvenez bien, comment est-ce que je calcule deux condensateurs en parallèle? Eh bien, je les additionne. Deux résistances en série s'additionnent, deux condensateurs en parallèle s'additionnent. Donc, je dois additionner ces deux effets condensateurs-là pour former mon vrai condensateur d'entrée total, mon vrai effet capacitif total, qui est dans notre cas 366 picofarads. 364 plus 2, 366. C'est donc mon condensateur d'entrée total. Et je vous rappelle que tout ça est un effet parasite caché à l'intérieur de mon transistor. Maintenant, pour mon effet de sortie, eh bien, celui-là est relativement simple. Je vais prendre CBC et je vais multiplier par le gain plus 1 sur le gain, 91/90e. Entre nous, négligeons cet effet et disons que c'est pas mal égal à 4 picofarads. Je peux donc directement dire que mon condensateur de sortie est de 4 picofarads. Eh bien, c'est comme ça que je peux maintenant avoir mon circuit équivalent avec mon effet condensateur d'entrée et mon effet condensateur de sortie pour l'analyse haute fréquence. J'ai donc deux condensateurs, entrée totale et sortie Miller. J'ai évidemment deux résistances équivalentes, la résistance vue par ces entrées ici et la résistance vue par ces sorties ici. Ça va donc me donner deux fréquences de coupure. Et on commence à retomber dans ce qu'on connaît déjà, ce qu'on a analysé en basse fréquence va se répéter maintenant en haute fréquence. Allons-y. Prenons notre premier condensateur d'entrée totale, qui va donc créer ma réponse en haute fréquence de mon circuit d'entrée. Quelle est la résistance d'entrée vue par mon condensateur ici? Eh bien, ma résistance d'entrée vue par ce condensateur-là sera R1, en parallèle avec R2, en parallèle avec R source, en parallèle avec qui d'autre? Avec BCA R'.
Donc, ces 4 résistances-là sont en parallèle, vues des yeux du C entré ici. J'ai donc un R équivalent, un C que j'ai trouvé. Allons tout de suite à notre formule FC égale 1 sur 2 pi RC, la même formule qu'on a vue au début. Cette fois-ci, évidemment, le R, c'est ce que j'ai trouvé en haut, et le C, c'est ce que j'ai trouvé ici. J'ai maintenant la même chose à ma sortie. Eh bien, j'ai mon condensateur de sortie. Qu'est-ce qu'il voit? Cette fois-ci, remarquez qu'il n'est pas en série avec ARC et ARL. Il est bien en parallèle. On voit bien ARC d'un côté, en parallèle avec ARL de l'autre côté. C'est ce que ce condensateur-là voit à partir d'ici. On a une résistance équivalente, ARC en parallèle avec ARL, vue de mon condensateur de sortie Miller. J'ai ma valeur de mon C, j'ai ma valeur de mon R, et voilà, on met ça encore dans ma même formule, 1 sur 2 pi RC. Le R équivalent ici, le C équivalent ici. Et j'ai une autre fréquence de coupure. Ça me fait mes 2 fréquences de coupure, il n'y en a que 2 en haute fréquence, et je peux revenir à l'analyse de tantôt. On y va pour quelques exercices. Donc, on a vu beaucoup de notions, on a vu l'effet du théorème de Miller, et on a vu les résistances équivalentes vues de ces 2 condensateurs qu'on va déterminer. Donc, je vous laisse faire ces exercices. Évidemment, je vous encourage de faire pause et de faire toute cette belle page de calcul de votre côté. Si tout a bien été, vous devriez obtenir ces 2 fréquences de coupure. Fréquence de coupure de mon circuit d'entrée, en haute fréquence, est de presque 600 kHz, 598,42 kHz. Et l'effet de mon circuit de sortie, en haute fréquence, va commencer à causer des problèmes, des atténuations, à partir de 12,52 MHz, donc très très haut. C'est ce que vous devriez avoir déterminé. Un peu plus de pratique, continuons avec notre exercice numéro 2. Nous avons encore nos caractéristiques ici, notre gain ici. Prenez le temps de faire cet exercice. Et vous devriez avoir trouvé les 2 fréquences de coupure suivantes. Mon circuit d'entrée causera des atténuations à partir de 2,93 MHz et plus, et mon circuit de sortie va causer des atténuations à partir de 142 MHz et plus. Maintenant, comment est-ce qu'on se le représente d'un point de vue opérationnel? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de différence avec la réponse en basse fréquence. Quand j'augmente ma fréquence et que je rencontre une première fréquence de coupure, je vais bien évidemment atténuer de 3 dB, moins 3 dB immédiatement. Je suis à mon point de demi-puissance. Et ensuite, je vais perdre moins 20 dB par décade. Sauf que cette fois-ci, une décade, c'est un multiple de 10 et non un diviseur de 10 de ma fréquence. C'est une fréquence 10 fois plus haute. À toutes les fois que j'ai une fréquence 10 fois plus haute, je vais perdre 20 dB. Donc, si j'avais une première fréquence de coupure de 450 kHz, je perds évidemment mon point de demi-puissance à 450 kHz, mais 10 fois plus haut, ce qui veut dire à 4500 kHz ou 4,5 MHz, je vais perdre moins 20 dB. Et si j'augmente de 10 fois plus haut encore, à 45 MHz,
je vais perdre moins 40 dB par décade. Lorsque je rencontre ma deuxième fréquence de coupure, elle aussi ajoute une atténuation de moins 20 dB par décade. Et je vais donc avoir une atténuation totale de moins 40 dB par décade. Un peu comme on avait dans les basses fréquences, à chaque nouvelle fréquence de coupure que je rencontre, l'atténuation s'accentue. Allons faire un tour dans notre graphique de Bode. Maintenant, je ne vais que considérer les hautes fréquences. Donc, considérant que tout va bien en basse fréquence, jusqu'à ce que j'arrive à ma première fréquence ici que je rencontre, j'augmente et j'arrive à 200 kHz. C'est, dans notre exemple, la première que je rencontre. À ce point, directement, je perds moins 3 dB. Je le sais, dans mon graphique de Bode, je ne le représente pas, ça serait minime ici, ça serait négligeable. Mais qu'est-ce que je sais? C'est qu'à partir de 200 kHz, je vais perdre moins 20 dB par décade. Ce qui veut dire que, rendu à 2 MB, je vais avoir perdu 20 dB. Rendu à 20 MB, j'ai perdu un autre 20 dB. Rendu à 200 MB, j'ai perdu un autre 20 dB. Tout ça, c'est vrai jusqu'à ce qu'une autre fréquence de coupure vienne causer de l'atténuation. La deuxième que je rencontre est à 30 MB. Donc, j'atténue jusqu'à 30 MB. À 30 MB, l'effet double. Je vais perdre moins 40 dB par décade. Donc, de 30 MB à 300 MB, je vais perdre, ici, moins 40 dB. Et ainsi de suite. C'est mes deux fréquences. Bien évidemment, exactement comme on a vu en fréquence basse, la première fréquence que je rencontre, je considère que mon ampli commence déjà à moins bien fonctionner. C'est donc ma fréquence critique supérieure cette fois-ci, FCS au lieu de FCI. Donc fréquence critique supérieure, c'est la première que je rencontre. Dans le cas présent, c'était 200 kHz. À partir de 200 kHz, mon ampli fonctionne beaucoup moins bien. C'est donc ma fréquence critique supérieure. Eh bien, si je combine tout ça ensemble, j'ai ce qu'on appelle ma réponse totale. J'ai bien ma fréquence critique inférieure où je me mets à atténuer, moins 20, moins 40, moins 60 dB par décade. Toute cette section-là, eh bien, je ne veux pas vraiment être en opération dans cette section-là. Mon amplificateur n'est pas conçu pour travailler dans ces aussi basses fréquences-là. Même chose de l'autre côté. Si je monte plus haut que ma fréquence critique supérieure, eh bien, mon amplificateur n'est pas conçu pour amplifier des fréquences aussi hautes. Donc, je ne veux pas travailler ici. Je veux travailler entre les deux fréquences, entre ma fréquence inférieure et ma fréquence supérieure, dans ce qu'on appelle la bande passante ou bandwidth. Ma bande passante, c'est bien entre ma inférieure et ma supérieure. Et si je veux calculer combien de plages, quelle est la plage de ma bande passante, je fais tout simplement fréquence critique supérieure moins inférieure. Donc, je soustrais la fréquence ici à la fréquence ici et ça me donne la largeur de ma bande passante. Je vous rappelle ici que quand tout va bien, toute cette section-là, évidemment, ce n'est pas exactement plat. Dans la vraie vie, c'est un petit peu courbé, mais pour nous, c'est négligeable. Toute cette section-là, on va considérer que la fréquence n'affecte pas mon ampli. C'est pour ça qu'on considère que mon ampli fonctionne normalement dans toute sa bande passante. C'est ce qu'on appelle son gain en fréquence intermédiaire. Les fréquences intermédiaires sont
n'importe quelle fréquence dans la bande passante. Mon ampli fonctionne à son plein potentiel. C'est ma réponse totale en fréquence. C'est mon analyse totale de ma réponse en fréquence. Et il y a un dernier petit point. Je ne veux pas rentrer trop à l'intérieur de ça. C'est des notions que vous avez déjà vues, qui étaient passionnantes dans les dernières sessions. Mais on sait que les condensateurs, dépendamment des fréquences, vont causer des déphasages. Eh bien, sans rentrer dans les calculs, mais du point de vue opérationnel, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, à la fréquence de coupure, exactement, il va y avoir un déphasage de 45 degrés. Exactement 45 degrés, exactement au point de demi-puissance, j'ai exactement un déphasage de 45 degrés. En fréquence haute, ici, je vais avoir un retard de phase de 45 degrés qui sera appliqué. Donc, mon signal sera retardé de 45 degrés. Alors qu'en basse fréquence ici, ce sera une avance de phase. Je vais avoir une avance de 45 degrés. Quand même un déphasage, mais cette fois-ci, une avance de 45 degrés. Donc, si je me place dans ma bande passante et que je fais varier ma fréquence et que je compare mes phases, ce qu'on va faire en laboratoire, c'est une autre façon de trouver, d'un point de vue plus opérationnel, plus expérimental en labo, mes fréquences de coupure supérieures et inférieures. Lorsque je verrai un déphasage de 45 degrés d'un côté ou de l'autre, un retard ou une avance, je vais savoir que j'ai atteint mes fréquences de coupure critiques. Et voilà pour notre présentation d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à poser vos questions sur le canal Teams et nous allons expérimenter tout cela en laboratoire dans les prochaines semaines. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.